12 octobre 1944, 16h45, coin nord-est de la 5e avenue et de la 42e rue, Manhattan, New York City. L'air est un mur épais d'humidité automnale, chargé d'odeurs de gaz d'échappement rance et de hot-dogs brûlés sur les stands de rue, tandis que le soleil bas perce à travers la forêt de gratte-ciel comme une lame rouillée. Vous êtes Vassili Petrovitch Ivanov, alias William Peters, agent du NKVD infiltré depuis 3 ans dans les cercles atomiques de Los Alamos par procuration, vos mains moites serrant le volant d'une Ford noire 1939 empruntée à un sympathisant du parti, le moteur encore vibrant dans vos os comme un cœur affolé après la course folle depuis Brooklyn. La circulation est un chaos hurlant de klaxons et de freins qui grincent sur l'asphalte mouillé par une averse récente, et vous forcez l'entrée dans une zone interdite au stationnement, les pneus crissant contre le trottoir incurvé, le choc remontant par les suspensions fatiguées jusqu'à vos vertèbres comprimées par la tension. Chaque seconde s'étire en une éternité gluante de peur viscérale. Votre estomac noué par l'acide de l'adrénaline qui remonte dans votre gorge, tandis que vous jetez un regard fiévreux dans le rétroviseur. Des silhouettes anonymes se fondent dans la foule des passants en manteau sombre. Mais l'une d'elles pourrait être un de ces maudits G-Man du FBI, ces ombres fédérales qui rôdent depuis que les rumeurs de fuite soviétique agitent les couloirs du Manhattan Project. Vos doigts, engourdis par la sueur froide qui perle sous les gants de cuir bon marché, détachent le frein à main avec un claquement métallique qui résonne dans l'habitacle étouffé, et vous attrapez la mallette de cuir noir sur le siège passager. Son poids mortel, des microfilms enroulés de schémas d'implosion plutonium, arrachés au coffre d'un contact ingénieur la nuit précédente, sous un ciel étoilé de New Mexico, transportés dans un compartiment secret cousu dans la doublure. L'horloge sur le tableau de bord indique 16h47, et votre contact, un coursier du consulat soviétique déguisé en vendeur de journaux, doit être à 2 pâtés de maison, au parc Bryant, sous le banc près de la fontaine où l'eau clapote comme un murmure de conspiration. Mais déjà, un policier new-yorkais en uniforme bleu, képi incliné, s'approche d'un pas lourd et mesuré, sa matraille battant contre sa cuisse, les yeux plissés sous la visière contre la lumière déclinante. Vous sentez la panique monter comme une vague de bile, vos poumons se contractant dans la poitrine oppressée par la chemise collante, imprégnée de l'odeur âcre de votre propre transpiration mêlée à celle du tabac bon marché mâché depuis l'aube pour calmer les nerfs. « Hé, vous là, pas de stationnement ici, c'est une zone de livraison !» aboie-t-il d'une voix rauque et raflée par les années de patrouille, sa main gantée tapotant déjà contre la vitre baissée à moitié, le souffle chaud de son haleine chargée de café éventé envahissant l'espace confiné de la voiture. Vos lèvres sèchent instantanément, la langue collée au palais, et vous forcez un sourire yankee factice, les muscles faciaux tirés à l'extrême, tandis que votre esprit hurle en russe « Ne panique pas, Vassili, c'est anodin, juste un ticket, un bout de papier, efface-le après. » Désolé, officier, juste 2 minutes, je charge des colis pour un client. Répondez-vous d'un accent new-yorkais approximatif, poli par des mois d'entraînement à Moscou, la voix tremblant à peine sous le masque. Il grogne, sort son carnet d'un geste las, le crayon grattant le papier avec un bruit de souris qui griffe, inscrivant la plaque NI 7H 4921, enregistrée au nom d'un cordonnier communiste de Brooklyn dont vous avez volé les clés hier soir dans une ruelle puant l'urine et les poubelles renversées. Le ticket se détache avec un craquement sec, un rectangle jaune fluo flottant dans l'air comme une sentence, et il le glisse sous l'essuie-glace d'un geste négligent, le papier claquant contre le pare-brise fendillé. 16h49. Vous attrapez la mallette, ses sangles mordant dans votre paume moite, et vous jaillissez de la voiture comme un ressort comprimé, la portière claquant derrière vous avec une violence qui fait sursauter un pigeon bedonnant sur le trottoir. Vos bottes claquent sur le bitume irrégulier, chaque pas un poids de plomb irrémédiable. Les muscles des cuisses brûlants de l'effort contenu
tandis que la foule vous avale. Femmes en tailleur serré pressant des paquets de rationnement, GI en permission titubant avec des bouteilles de bière tiède, l'air vibrant des cris des vendeurs de journaux hurlant les dernières nouvelles du front. Les Russes écrasent les nazis à Varsovie. MacArthur reprend les Philippines. Et vous, au milieu, un fantôme slave dans un océan d'Américains, le cœur cognant contre les côtes comme un marteau-piqueur, la mallette balançant contre votre hanche, cognant à chaque foulée. Vous ne remarquez pas le ticket qui ondoie légèrement sous la brise montante, visible à travers le pare-brise, un indice minuscule scintillant comme une balise dans le crépuscule naissant. Le parc Bryant s'ouvre devant vous à 16h52. Un poumon vert étouffé par la fumée des cheminées industrielles et les feuilles mortes tourbillonnantes, l'odeur de terre humide et de châtaignes rôties se mêlant à celle métallique de votre peur qui suinte par tous les pores. Vos yeux balayent la scène en un clin d'œil affûté par des années de paranoïa. Le banc de pierre grise près de la fontaine, où l'eau jaillit en arcs ou irréguliers, éclaboussant le sol en flaques miroitantes, un vieil homme nourrit les pigeons, dos voûté. Une nurse pousse un landau brinque-ballant. Et là, assis, feignant de lire le Daily News, votre contact, Ivan, le vendeur de journaux du consulat sur l'East River, ses lunettes rondes glissant sur un nez bulbeux, son pardessus gris trop large, dissimulant le revolver Makarov glissé dans sa ceinture. Vous approchez à pas compter, chaque foulée alourdie par le fantôme du ticket oublié, mais l'urgence écrase la prudence. Le microfilm doit passer aux mains soviétiques avant minuit, où les plans d'implosion, ces équations fatales qui pourraient égaliser les forces contre les bombes Yankees, seront perdus, et Staline en personne exigera votre tête. Vous vous asseyez à l'extrémité du banc, le bois froid et rugueux traversant le tissu fin de votre pantalon, un frisson remontant l'échine comme un courant électrique, et murmurez le mot de passe codé. Le temps est clément pour une promenade. Il hoche la tête imperceptiblement, ses yeux fuyants scrutant les alentours, et tend un paquet de journaux roulés sous son bras. L'échange est fluide, vos doigts se frôlant une seconde de trop dans la moiteur ambiante, la mallette glissant sous le banc dans l'ombre des pieds croisés. Prochain point. Jersey City, mardi, souffle-t-il. Sa voix un râle de gorge irrité par la poussière de la ville. Vous acquiescez, le sang pulsant dans vos tempes comme des obus lointains, et vous relevez, les jambes engourdies par l'adrénaline qui refuse de retomber. Le nouveau paquet calé sous votre manteau, son poids asymétrique tirant sur l'épaule. 17h03. La séparation est un arrachement lent, vos pas s'éloignant en arc concentrique, tandis que le parc rétrécit derrière vous, la fontaine clapotaillant comme un rire moqueur. De retour à la Ford à 17h12, la nuit commence à suinter des ruelles adjacentes, les phares des taxis trouant l'obscurité naissante comme des yeux jaunes affamés. Vous montez, claquez la portière, tournez la clé. Vrombissement rauque du moteur 4 cylindres, vibration remontant par le plancher métallique jusque dans vos vertèbres. Et seul alors, dans l'intimité confinée imprégnée d'odeurs de cuir usé et de sueur aigre, votre regard accroche le ticket jaune sous l'essuie-glace. Merde. Vos doigts s'élancent, mais le feu rouge devant vous force l'arrêt, et un camion de livraison bloque la vue. Vous jurez en russe, un flot de bile remontant, promettant de l'arracher au prochain feu. Mais le chaos de la 5e avenue vous aspire, klaxons hurlants, et dans la frénésie, l'oubli s'installe comme un ver insidieux. Le ticket reste là, piégé sous la lame d'essuie-glace, un rectangle banal flottant dans la nuit tombante, ignorant qu'il porte en lui les germes de votre chute. À 2 kilomètres de là, dans un bureau terne du Federal Bureau of Investigation, 69e rue Ouest, quartier général du contre-espionnage, l'agent spécial Robert Lanfer, 32 ans, cheveux châtains plaqués en arrière par la gomina, sans l'air vicié du sous-sol pesé sur ses épaules voûtées par des nuits blanches à décrypter les câbles Venona.
Il est 18h20, le 12 octobre 1944, et la pièce est un tombeau de fumée de cigarettes Camel, de café froid dans des gobelets en carton froissé et de dossiers empilés comme des tombes sur les bureaux en acier gris. L'enfer, les yeux injectés de sang par la fatigue qui ronge ses orbites comme de l'acide, mâchonne un cure-dent pour masquer l'haleine aigre de stress chronique, ses doigts noircis par l'encre des rapports secrets frottant contre sa cravate nouée trop serrée. Depuis des mois, les interceptions radio de l'US Army Signal Intelligence Service, ces murmures codés en one-time pad soviétique captés à Arlington Hall, parlent d'un réseau libéral exfiltrant des secrets atomiques, et un sympathisant du parti, un cordonnier de Brooklyn nommé Maurice Cohen, est sous surveillance discrète depuis une semaine. Ce soir, un indique anonyme a signalé une Ford noire NEB 7R 4921 garée suspectement près du parc Bryant, zone de rendez-vous connue pour les rouges. L'enfer attrape son chapeau fedora usé, le feutre râpé par les intempéries, et grimpe dans une Buick banalisée conduite par son partenaire, l'agent Mike Kelly, un colosse irlando-américain dont les phalanges craquent comme des branches sèches quand il serre le volant. Le trajet est un calvaire de stop-and-go à travers Manhattan congestionné, les essuie-glaces balayant la bruine naissante qui colle aux vitres comme du mucus, l'odeur de caoutchouc brûlé des pneus emplissant l'habitacle. À 18h45, il repère à la Ford, seul sous un réverbère vacillant qui projette des ombres longues et difformes sur l'asphalte luisant. L'enfer descend, le cœur battant d'un rythme sourd amplifié par le silence oppressant de la rue déserte. Ses semelles de cuir crissant doucement, tandis qu'il s'approche, lampe torche éteinte pour ne pas alerter, l'essence en alerte maximale, odeur d'essence fraîche, traces de pneus frais, et là, sous l'essuie-glace, le ticket de parking. Ses doigts gantés de coton le saisissent, le papier encore tiède du soleil couchant, et il le scrute à la lueur discrète de sa montre. Émis à 16h45, coin 5e et 42e, par l'officier Patrick O'Malley, badge 742. « Bingo !» murmure-t-il, la voix rauque éraflée par l'excitation contenue, tandis que son pouls s'accélère, cognant dans les tempes comme un morse de victoire. Mais ce n'est qu'un début. Le ticket est anodin, sauf que la plaque mène à Cohen, et l'heure coïncide avec un signal radio intercepté à 16h50. Libéral rencontre musicien au point B. L'enfer plie le papier avec une délicatesse chirurgicale, le glissant dans son portefeuille comme un talisman. Sentant déjà le poids irrémédiable de la traque qui s'amorce, chaque détail s'étirant en un réseau de conséquences infinies sous la pluie fine qui commence à marteler le capot comme des balles lointaines. De retour au QG à 19h30, la machine bureaucratique s'ébranle dans un grondement lent et inexorable. L'enfer étalant le ticket sur la table de conférence sous la lumière crue des néons bourdonnants qui font danser des ombres spectrales sur les murs jaunis par la nicotine. L'officier O'Malley est traîné hors de son précinct à pied, son pas lourd résonnant dans le couloir carrelé, son képi sous le bras, la moustache luisante de sueur malgré la fraîcheur automnale. « Ouais, j'ai collé ça à un type louche, grand, accent slave peut-être, mallette noire, pressé comme s'il avait le diable aux trousses, grogne-t-il, ses doigts boudinés mimant le geste du crayon sur le carnet, l'odeur de son uniforme, mélange de sueur rance et de cirage, envahissant la pièce confinée. L'enfer note tout, stylo grattant furieusement le papier, chaque mot un clou dans le cercueil du réseau soviétique. Description physique, 1m80, cheveux noirs gominés, manteau gris, yeux fuyants. Véhicule emprunté à Cohen, dont l'atelier est déjà sous perquisition silencieuse par une équipe Delta. À minuit, les fils se tissent. Le ticket place William Peters, alias suspecté depuis des mois via des écoutes téléphonales, à 300 mètres d'un point chaud de drop-dead soviétique
et une analyse balistique des traces de pneus confirment un itinéraire depuis le pont de Brooklyn, zone de transit connue pour les coursiers du consulat. L'enfer sent l'épuisement peser comme du plomb sur ses paupières, les muscles oculaires brûlant sous l'assaut des documents empilés, mais l'adrénaline le cloue à sa chaise, le café noir descendant comme de l'huile dans son œsophage noué. Pendant ce temps, à Brooklyn, dans un appartement exigu puant le chou bouilli et le tabac caporal, Vassili, William, déplie le paquet reçu, ses mains tremblant légèrement sous la lampe à huile tamisée, déroulant les instructions codées. Extraction imminente via sous-marin au large de Long Island. Il rit nerveusement, un son étouffé qui rebondit contre les murs écaillés, ignorant que le ticket, photocopié et diffusé aux 56 bureaux régionaux du FBI, initie une toile d'araignée qui se resserre déjà autour de lui, chaque heure un pas plus lourd vers l'inévitable collision. Les jours suivants s'étirent en un supplice lent. Vassili naviguant les rues de New York comme un rat dans un labyrinthe de béton. Chaque coin de rue un potentiel piège, l'air automnal mordant maintenant ses joues non rasées, le froid s'infiltrant par les semelles trouées de ses chaussures. Le 14 octobre, 9h15, atelier de cordonnerie de Cohen à Flatbush Avenue, Brooklyn. L'odeur est un assaut. Cuir tanné, colle forte et sous-jacent. La peur aigre de Maurice qui sue à grosses gouttes en martelant une semelle. Son marteau claquant rythmiquement comme un métronome de panique. Vassili entre, clochette tintant sinistrement, son manteau alourdi par un nouveau lot de documents. Équation de diffusion gazeuse volée à un labo de l'Université Columbia la veille, au prix d'une nuit blanche à escalader un grillage barbelé, sous une lune voilée, les mains lacérées, saignant encore sous les bandages improvisés. « La voiture ? Problème ?» demande Maurice d'une voix chevrotante, ses yeux de rongeur fouillant l'entrée derrière Vassili. « Ticket idiot, mais effacé maintenant !» ment Vassili, la gorge serrée par le mensonge qui colle comme de la glu, tandis qu'il tente une enveloppe, solde pour le prêt du véhicule. Mais dehors, deux agents en civil, feignant d'inspecter une vitrine de traiteur-cacheur, notent la plaque de Vassili's propre Dodge, garée à 2 rues, leurs crayons grattant des carnets cachés dans les paumes. L'enfer, briefé par radio depuis un bureau de surveillance, sent un frisson de triomphe glacé remonter son échine. Le ticket a ouvert la porte. Maintenant, les mouvements se tracent sur une carte murale épinglée de punaises rouges, 5e et 42e, Park Bryant, Brooklyn, et demain, Jersey City, où un sous-marin de la flotte du Pacifique soviétique attendra peut-être. La traque devient physique, brutale. Nuit de planques dans des voitures glacées, haleine condensée sur les vitres embuées, sandwiches rassis descendant comme des boules de plomb dans l'estomac creux, chaque claquement de portière à des blocs de distance faisant bondir le cœur comme un lapin traqué. Le 17 octobre, 23h47, quai de Jersey City, New Jersey, sous un ciel noir zébré d'éclairs lointains du front européen relayé par les journaux. Le vent salin fouette le visage de Vassili, chargé d'iode et de fuel lourd des cargos amarrés, ses bottes s'enfonçant dans la boue gluante du bord de l'Hudson. Chaque pas un succion humide et irrémédiable qui aspire l'âme. La mallette finale, culot de plutonium enrichi, arraché à un convoyeur de Oak Ridge par un contact kamikaze, pèse comme un boulet à son côté, le métal froid irradiant à travers le cuir jusqu'à la peau, un rappel spectral des morts qu'elle causera peut-être. Il scrute l'eau noire clapoteuse, attendant le signal lumineux du semi-submersible. 3 flashs verts pour approche. Mais l'attente est un supplice éternel, les secondes gonflées de terreur. Craquement de coques contre les pilotis, ululement de mouettes affamées, et pire, le ronronnement distant d'une moteur de police fluviale. Votre cœur martèle, Vassili, la poitrine oppressée par le manteau trempé, les doigts gelés crispés sur la poignée, imaginant déjà les menottes froides d'acier américain refermées sur vos poignets. À 500 mètres, dans une planque boisée sur les hauteurs, l'enfer
ajuste ses jumelles Bausch & Lomb. Le caoutchouc moite contre ses orbites brûlantes, le ticket initial punaisé sur le tableau de bord comme un totem. C'est lui, le type de la 5e avenue, chuchote Kelly, son souffle formant des nuages dans l'air piquant. L'échange rate, pas de flash. Un patrouilleur US Navy surgit des ténèbres, projecteurs balayant l'eau comme des lames de guillotine. Vassili fuit, mallette abandonnée dans les roseaux, ses poumons en feu hurlant pour de l'air, les branches griffant son visage comme des cerfs, la boue engluant ses chevilles à chaque foulée désespérée. Il atteint sa Dodge à 00h12, démarre dans un nuage de gravier projeté, mais trop tard. La Buick du FBI bloque la route unique, phares aveuglants crevant la nuit. L'arrestation est un lent écroulement physique. Vassili traîné hors de la voiture par 4 agents, ses bras tordus derrière le dos dans un craquement d'articulation qui irradie comme du feu liquide. Le béton du quai mordant son genou à travers le pantalon déchiré, l'odeur de son propre sang mêlé à la vase montant en bouffées nauséabondes. L'enfer s'agenouille, le ticket original à la main, le brandissant sous la lampe torche crue. « Ça t'a trahi, William !» Un simple bout de papier, Vassili sent le monde se rétrécir à un tunnel de défaite. La peur se muant en un engourdissement lourd, les menottes claquant froides et définitives autour de ses poignets, le poids de l'échec écrasant sa poitrine comme un obus. Des heures plus tard, dans la cellule du poste de Jersey City, le silence après la tempête est assourdissant. Goutte à goutte d'un robinet lointain, ronflement des détenus, et dans votre crâne, Vassili, l'écho éternel du claquement du ticket sous l'essuie-glace. L'enfer, dehors, allume une camelle, la fumée s'élevant en volute paresseuse sous la lune pâle, sentant le poids de la victoire alourdi par les pertes invisibles, les secrets soviétiques sauvés partiellement, mais le réseau libéral démantelé, brique par brique, à partir d'un oubli banal. La nuit s'étire, implacable, le froid s'infiltrant partout, et l'histoire, dans son lent broiement, absorbe le ticket jaune froissé, vestige d'une guerre d'ombre où chaque mouvement était un pari mortel. Le silence s'épaissit, seulement brisé par le tic-tac d'une horloge murale, marquant les secondes irréversibles de ce qui fut et de ce qui n'est plus. Qu'avez-vous vu? ATO 2. L'interrogatoire. Scène 1. Salle d'interrogatoire. Poste de police de Jersey City. 03h47. La ampoule nue oscille au plafond comme un pendule de jugement dernier, projetant des ombres tordues sur les murs suintants d'humidité, où la peinture s'écaille en plaques jaunâtres, évoquant une peau gangrénée. Vassili est assis sur la chaise de métal rivetée au sol, menottes entravant ses poignets à la table graisseuse, ses épaules voûtées sous le poids d'une chemise trempée qui colle à sa peau comme une seconde épiderme glacée. L'air est lourd d'odeurs rances, café brûlé, sueur aigre, et ce relent sous-jacent de désinfectants bon marché masquant les confessions précédentes. Ses yeux, injectés de sang, fixent le plateau d'aluminium cabossé où trône le ticket froissé, ce minuscule parchemin de trahison étalé comme un scalpel prêt à inciser. La porte claque, et l'enfer entre, veste froissée sur son épaule, cravate desserrée, révélant un col de chemise taché de nicotine. Il traîne une chaise qui grince comme un ongle sur une ardoise, s'assoit en face, allume une nouvelle camelle d'un geste las mais précis, l'allumette crépitant dans le silence comme un fusil mitrailleur. La fumée monte en spirale paresseuse, envahissant l'espace confiné, irritant les muqueuses de Vassili qui toussent, un râle rauque trahissant la brûlure persistante dans sa poitrine. « William Fisher !» commence l'enfer d'une voix rauque, éraillée par des nuits trop longues, posant le dossier cartonné avec un bruit mat, photo granuleuse de la Dodge embourbée, rapport balistique du Colt abandonné, et ce ticket, photocopié en noir et blanc, son numéro d'immatriculation soviétique, codé en filigrane invisible. Ou devrais-je dire,
William Genrikhovitch Fischer. Né à Newcastle, émigré à Moscou, NKVD en 1936, GRU pendant la guerre. Réseau libéral. Whittaker Chambers t'a vendu aux vermines de Washington. Mais c'est toi qui as tout fait capoter avec ton oubli de parking. Il souffle une bouffée de fumée droit dans le visage de Vassili, qui cligne des yeux, impassible en surface, mais dont le pouls s'accélère sous la peau tendue de son cou. Un marteau-piqueur invisible. Vassili lève la tête lentement, ses lèvres gercées, esquissant un sourire carnassier, vestige de l'entraînement au Loubianka, où l'on apprenait à transformer la peur en lame. « Agent L'Enfer », répond-il d'un anglais teinté d'accent new-yorkais forcé, la voix basse et modulée comme un violoncelle frotté par un archet usé. Vous parlez de parking comme si c'était Hiroshima. Mais un ticket, un vulgaire ticket? C'est ça, votre victoire? Il penche la tête, fixant l'enfer avec des yeux d'un bleu délavé par les steppes russes, cherchant la faille dans cette armure de flic usée. La fatigue dans les cernes, le tremblement infime de la main tenant la cigarette. L'enfer rit, un aboiement sec sans joie, tapotant le dossier du bout de l'index. Victoire? Non, Fischer, c'est le début. On a tes contacts. Is à State Department, les copains de Cambridge 5 qui coulent encore. Et ta mallette? Laissons les plongeurs la repêcher demain. Code, microfilm, plan de Manhattan Project, tout ce que Moscou avale comme du caviar. Tu sais ce qu'on fait aux traîtres ici? Pas de goulag chic avec balalaïka, électrique, ou pire. Il se penche en avant, le visage à 10 centimètres, haleine mentholée mêlée à tabac, et murmure « Parle, et peut-être que tu rentres chez toi. Sinon, ta femme et ton fils à Moscou attendent un télégramme du genre « Décédé en service ». Dans la tête de Vassili, un tourbillon. Image floue d'Evelyne, sa couverture épouse américaine, pliée en deux dans leur planque de Brooklyn. Petit Jimmy, 8 ans, jouant avec un modèle de Spitfire, sans savoir que papa est un fantôme du Politburo. La rage monte, acide dans la gorge, mais il se contient, recrachant. « Vous ne comprenez rien, l'enfer. Ce n'est pas une guerre de tickets, c'est l'histoire qui nous broie tous. Vous, le FBI, avec vos paranoïas. Moi, le GRU, avec nos idéaux. Demandez à Staline. Un espion mort vaut 10 vivants. Il tire sur les menottes. Un cliquetis métallique résonnant comme un défi. Scène 2. Bureau de l'enfer. Aube naissante. 05h22. Dehors, le ciel vire au gris laiteux, les premiers dockers s'activant sur les quais, grues grinçantes déchargeant des cargaisons d'acier rouillé du vieux monde. L'enfer arpente la pièce exiguë, téléphone à la main, composant un numéro sécurisé à Washington. Oui, c'est lui, Fischer, alias Abel. On l'a. Envoyez Venona pour décrypter le reste, et Angleton pour les fils à la patte. Il raccroche, écrase sa camelle dans un cendrier débordant, fixe la fenêtre embuée où la lune pâlit face au soleil levant. Victoire amère. Réseau libéral en miettes, mais combien d'autres dormants? Dans la cellule voisine, Vassili ferme les yeux, feignant le sommeil, son esprit cartographiant déjà les conduits d'aération, les gardes paresseux, le chaos d'un hypothétique incendie. Le tic-tac reprend, plus insistant, comptant les heures jusqu'au transport à New York, où les taux se resserrent ou s'entr'ouvrent pour un dernier coup de poker dans l'ombre. La lumière du jour filtre, impitoyable, illuminant les fissures du béton, et l'histoire, ce moulin à certitude, commence son prochain tour de meule, broyant les illusions d'invincibilité. Le silence, rompu par un klaxon lointain sur le Hudson, porte l'écho d'un Paris non fini. Vassili vivra-t-il pour revoir les neiges de Moscou? Ou l'enfer gravera-t-il son nom dans les annales du contre-espionnage? L'aube s'étire, tendue comme une corde de harpe prête à claquer. Scène 3. Fourgon blindé.
route 95. 07h45. Le convoi cahote sur l'asphalte craquelé, deux sedans FBI flanquant le fourgon comme des molosses, sirènes muettes sous le ciel bas de Brooklyn. Vassili, menotté au banc métallique, sent les vibrations remonter dans ses os. Chaque nid de poule, un rappel. L'Amérique gronde, vorace, ses artères bitumées charriant des secrets plus lourds que l'acier des tanks de Koursk. Face à lui, un agent bedonnant mâche un chewing-gum, fusil sur les genoux, regard vide rivé au plancher. « Bouge pas, Bolcho !» grogne-t-il, mais Vassili sourit intérieurement. Les uniformes puent la sueur rance, la peur d'un hiver nucléaire qui n'arrive pas. Dehors, les banlieues défilent, usines fumantes crachant leur haleine industrielle, panneaux Coca-Cola clamant la liberté en bulles sucrées, gamins en rollers slalomant entre les flaques. Vassili ferme les yeux, rejouant la partition mentale. La grille d'aération sous le fourgon, verrouillée mais rouillée. Le virage serré au pont de Williamsburg, où un freinage brusque pourrait. À cet instant, un crissement de pneus déchire l'air. Camionnette banalisée surgissant d'une bretelle, klaxon furieux. Collision latérale qui envoie le fourgon valser contre la glissière. Verre brisé, hurlements, l'agent bedonnant s'affale, son fusil glissant vers Vassili dans le chaos. Le cœur battant la chamade, Vassili tire d'un coup sec sur ses menottes. Un fil de pêche effiloché, subtilisé la veille dans la cellule, sectionne le lien affaibli. Il ramasse l'arme, un Colt, 45 froid comme la Volga en décembre, et frappe la porte arrière d'un talon précis. Elle s'entr'ouvre sur le tumulte, sirènes hurlantes, dockers accourant, un hélico FBI bourdonnant déjà au loin. L'enfer, dans la sedan de tête, bondit dehors, revolver au poing, hurle dans sa radio « Coupez-le, il file !» Mais Vassili est déjà ombre fugace, sprintant vers les quais où un cargo soviétique, Rossiya, pavillon rouge flottant comme un défi, attend, sifflet triomphant. Le soleil, haut maintenant, darde ses rayons sur l'Hudson tumultueux, et l'histoire ricane. Échange de coups, de balles, de destins. Vassili escalade une échelle rouillée. Un marin l'attrape au vol, allié ou traître. L'enfer, essoufflé, arme levée, hésite une seconde de trop. Le cargo s'ébranle, hélice fouettant l'écume, emportant peut-être un fantôme, ou semant un nouveau réseau dans les brumes de l'Atlantique. Le tic-tac s'emballe, la meule tourne plus vite, et Brooklyn s'efface dans la rétro, mirage d'une guerre qui ne s'arrête jamais.